et l'avenir du monde. Les jeunes sont l'avenir de l'Afrique. Loin d'un simple slogan, ceci doit être un objectif et une aspiration pour chacun de nous. Je vous remercie. Le chargé de communication du Bloc libéral, Monsieur Diallo Sekou Yaya et distingués invités. Monsieur, j'allais oublier Monsieur le commandant et le chargé de communication de la gendarmerie nationale, le commandant Barry. Notre thème d'aujourd'hui porte sur l'impact de l'immigration clandestine sur le sous-développement de l'Afrique. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? On ne va pas faire un cours académique par rapport à ça, parce que c'est quelque chose de pratique, c'est quelque chose que tout le monde connaît, parce que tout le monde est témoin aujourd'hui, quelqu'un l'a dit tout de suite, qu'en longueur de journée, les gens sont en train de le suivre à la télévision. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le sous-développement de l'Afrique est lié à plusieurs facteurs, dont justement le thème d'aujourd'hui, l'immigration clandestine. Je partirai de mon expérience propre. Étant un engagé civique, ici en Guinée, enquêteur sociologique, écrivain et poète, j'ai longtemps travaillé ici à travers les organisations de la société civile, mais aussi les différentes associations des écrivains de Guinée dont je fus longtemps membre. Mais dans ces moments de travaux ici en Guinée, j'ai manqué de beaucoup d'informations par rapport à l'impact réel de l'immigration clandestine sur le sous-développement de l'Afrique. Je me limitais certainement sur les morts dans le désert ou encore en mer Méditerranée qui se comptent malheureusement en plusieurs centaines et qui auraient pu, en chacun ce qui le concerne, être d'une grande utilité pour l'Afrique. Mais j'ai vécu ces 5 dernières années en exil, en Europe. L'image que je me faisais de l'immigration clandestine ici en Afrique a nettement changé par rapport à son impact. Le constat était quoi? Le constat était qu'au-delà du continent, les personnes physiques concernées étaient ou sont odieusement dans la souffrance. Il faut prendre en première position les réfugiés. Pour être réfugié, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, il faut faire ce qu'on appelle le parcours du combattant. Mais ceux-ci ont de la chance, parce qu'ils sont reconnus réfugiés. Il y a une deuxième catégorie qui sont appelés les sans-papiers, c'est-à-dire les clandestins. Il faut comprendre que 90% des candidats à l'immigration, que ce soit clandestine ou pas, se retrouvent clandestins, c'est-à-dire sans papier, dans leur nouveau pays. Si je prends un exemple, parce qu'il faut singulariser et repartir dans un cadre global, quand je prends l'exemple de la France, quand on demande l'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'ils appellent communément l'OFPRA, si on n'arrive pas à avoir la chance d'être reconnu réfugié à cet office, on est obligé de faire un recours à la Cour nationale des droits d'asile qu'on appelle communément CNDA. Mais malheureusement, les 90% des personnes citées ici sont encore déboutées à la CNDA. Ils sont obligés de faire un recours de réouverture de dossier. Et le plus souvent, ça aussi, ça n'aboutit pas.
quelle est la vie future de ces personnes qui n'arrivent pas du tout à bénéficier de la protection internationale, c'est-à-dire être réfugiés. Ce sont des personnes qui n'ont plus rien à voir avec les autorités qu'ils ont trouvées en place. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas demander un seul papier, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas faire une demande même d'une maison où habiter. Et vous imaginez le calvaire en Europe ou en Amérique, quand il fait moins 5 degrés, ou bien quand il y a la canicule, et que ces gens-là n'arrivent pas à trouver quelque part où rester. Donc, voici le début du calvaire de ces gens. Et qu'est-ce qu'ils deviennent finalement? Vous avez vu, en longueur de journée, il y a des clochards le long des rues, en plein hiver. Parfois, il y a certaines personnes qui dorment dans les gares. Il y a d'autres qui se demandent comment est-ce qu'il faut joindre les deux bouts. Finalement, qui trouvent des parents, parfois des amis, des connaissances, ou parfois des organisations sociales pour demander à vivre jusqu'à ce que leur situation puisse changer. Mais leur situation ne changera pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus faire de recours auprès des autorités pour avoir un éventuel toit ou pour refaire une autre demande. Donc, ces personnes-là n'auront plus que leurs yeux pour pleurer et essayer de vivoter. Parce que ce qu'on appelle vivoter, ils ne vivent plus. Parce que, à la limite, le pays leur est hostile. Et vous qui êtes ici, vous qui ne connaissez pas ces conditions-là, c'est encore vous, parce qu'eux, ils ne vous diront jamais qu'ils vivent comme ça, parce qu'ils n'ont pas de papier ou bien parce qu'ils sont clandestins. Donc, c'est quelque chose à éviter. Alors, sur le continent, il faut noter la validité et les compétences des personnes qui partent clandestinement et vivent dans la clandestinité dans les pays rêvés. Le plus souvent, ces rêves morts-nés enfantent quelque chose de plus dramatique encore. C'est l'appauvrissement de l'Afrique en matière de ressources humaines, parfois de très très haute qualité. On a vu l'exemple des entrepreneurs ici, ou bien des personnes qui évoluent dans le leadership, dans la politique. En plus des morts qui se chiffrent par plus de milliers pour seulement l'année 2015 en Méditerranée, sans parler réellement des chiffres du désert qu'on ne possède avec exactitude. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est quoi? C'est que ce n'est pas seulement dans la Méditerranée que les gens perdent leur vie. Il y a aussi le désert. Le désert, parfois, il y a certaines qui passent ici, parce que pour arriver en Méditerranée, il faut forcément passer, si on vient par exemple de l'Afrique occidentale, on ne prend pas un avion, il faut forcément passer par le désert, soit le Mali, soit la Mauritanie. Mais le désert est hostile aussi pour les candidats à l'immigration clandestine. On ne peut pas aujourd'hui, avec exactitude, chiffrer les personnes qui perdent leur vie dans le désert. C'est comme ça que plusieurs talents se voient ainsi gâchés par impossibilité d'intégration dans leur nouveau pays au détriment de l'Afrique. Mais qu'en est-il de l'aide au retour qui s'organise le plus souvent avec l'Organisation internationale des migrants et les organisations internes des pays hôtes? Il faut se poser la question parce qu'il faut trouver des solutions. Ceux qui sont restés dans ces pays-là et qui sont des clandestins. On a vu un exemple ici tout de suite que monsieur le modérateur a dû présenter. Le plus souvent, dans le cas de l'Europe, que je connais très bien, il y a un projet de retour personnalisé qui est validé à plus de 2000 € parfois. C'est un montant équivalent
ou ajusté pour les autres pays ou continents qui est mis sur pied. Mais malheureusement, moins de 30% de toutes ces personnes que nous avons citées ici font la demande ou acceptent d'ailleurs l'offre qui leur est faite. Ils préfèrent rester là-bas alors qu'il y a des organisations et dans les pays plus souvent accompagnées pour qu'ils puissent rentrer et pouvoir refaire leur vie dans leur pays d'origine. Alors, on doit se demander, mais pourquoi prennent-ils le risque, les candidats à l'immigration clandestine? C'est parce que les jeunesses de l'Afrique, dans leur majorité, ignorent comment s'organiser pour porter des projets d'envergure par rapport aux opportunités qui leur sont offertes dans leur propre pays. Nous pouvons citer le faible niveau de l'éducation et surtout la faible divulgation des politiques nationales de jeunesse. C'est ce qui constitue, entre autres, un frein à l'émancipation de la jeunesse africaine. Le manque d'informations sur cette politique reste le point le plus crucial qui empêche la jeunesse africaine de s'organiser et de porter des projets. Ils sombrent ainsi, si ce n'est pas dans la radicalisation, si ce ne sont pas dans les violences communautaires, eh bien, c'est l'immigration clandestine. Alors, il faudra réfléchir sur des pistes de solutions. En premier lieu, on va pointer du doigt qui? Nos gouvernements. Il y a les chancelleries occidentales qui sont représentées chez nous ici. Les chancelleries occidentales et les gouvernements doivent, pour une accessibilité efficace pour les jeunes, faire une procédure plus normale pour l'obtention des visas. Mais quel genre de visas? Des visas d'études, les visas de soins, les visas pour les visites et les visas touristiques. Si les jeunes n'ont pas une possibilité d'aller visiter ces pays, ils n'ont pas des possibilités d'aller faire leurs études, des stages parfois, on va se demander, est-ce que ces jeunes-là ne vont pas être tentés de passer par tous les moyens pour y arriver? Parce qu'il y a certains qui préparent bien leur voyage, mais qui pensent qu'ils ont atteint leur limite ici. Il faudrait qu'ils aillent se former. Il faudrait qu'ils aillent en touriste voir ailleurs parce qu'ils ont beaucoup d'argent ici, ou bien parce qu'ils ont réussi ici, ils veulent aller voir ailleurs. Mais si on leur refuse le visa, le plus souvent, ils pensent qu'ils sont moins dans de bonnes conditions ici que là-bas. Alors que leur vie ici, ils peuvent remercier le Tout-Puissant parce qu'ils vivent mieux que les gens qu'ils pensent qu'ils vivent mieux là-bas. Alors, pour une réduction drastique de l'immigration clandestine, il y a un autre point. C'est que l'Afrique, en général, a l'obligation de faire la création d'un nouveau modèle de jeunes. Ce nouveau modèle de jeunes qui inspirerait ceux qui comptent inlassablement sur leur gouvernement alors qu'ils peinent à arriver à une réussite dans leur propre pays. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Mais ils ne savent pas que leur gouvernement, allais-je dire, sont des organes d'orientation et de facilitation. Il faut que ces jeunes-là puissent savoir comment s'organiser, comment est-ce qu'il faut trouver du financement,
comment est-ce qu'il faut faire ou concevoir leur projet et comment est-ce qu'il faut exécuter ces projets. Parce que s'ils le font, ils vont voir qu'ailleurs, même si les conditions ne sont pas les mêmes, les jeunes de ces pays-là aussi font ainsi. Parce que ces jeunes-là aussi, les jeunes européens ou américains, je suis en train de dire, ils souffrent eux aussi, comme les jeunes africains. Parce que ici, on va jusqu'à l'université sans pour autant qu'on ne soit endetté. Alors qu'en Amérique ou en Europe, les jeunes à la sortie de l'université, ils sont obligés encore de travailler dur pour payer leurs études, surtout aux États-Unis. Parce qu'à 17 ans, parfois sont devenus millionnaires dans leur pays. Quand je prends l'exemple du jeune anglais qui a conçu l'application pour les résumés de texte qu'il a vendu à Yahoo à près de 30 millions de dollars, voici des exemples. Il avait 17 ans quand il l'a fait. Aujourd'hui, nous devons réorienter nos études sur la demande du marché. Si les jeunes aujourd'hui se redirigent vers les télécommunications, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, je pense aujourd'hui qu'il y a une révolution numérique, un vent qui souffle à travers le monde. Et donc nous aussi, nous ne devons pas être en reste. Nous devons orienter, que ce soit nos entreprises, que ce soit nos leaderships, que ce soit tout ce que nous faisons vers les TIC. Et comme ça, ça nous permettra en quelque sorte que cette jeunesse puisse sortir de l'ornière. D'où ma dernière plaidoirie qui est la création d'un observatoire national des politiques de jeunesse. Singulièrement, je vais dire pour la Guinée, dont nous connaissons davantage de substrat pour évaluer, accompagner les actions des institutions de jeunesse et en initier d'autres pour la sortie de la léthargie de cette jeunesse, gage d'une fin effective de son idéalisation de l'Eldorado devenue utopique. Une institution nationale qui, de par son caractère et sa mission salvatrice d'une jeunesse au bord du ravin, contribuerait à grande échelle à une fin très proche de l'immigration clandestine. Je vous remercie. Nous remercions beaucoup monsieur le conférencier, à l'occurrence Mohamed Lamine Keita, pour cette brillante intervention. Comme vous le savez, c'est le mois de carême et puis on n'a pas débuté très tôt. Donc nous allons passer au débat. Les débats, d'abord, nous allons donner la parole d'abord à certains de nos officiels, parce que parmi eux, d'ailleurs ils sont tous des gens qui se sont illustrés dans les domaines là où ils évoluent, que ce soit en politique, que ce soit en économie ou en entreprise, ou en tout cas ils se sont illustrés dans les domaines où ils évoluent. Et ils sont jeunes également. Peut-être à part mon commandant, personne n'a franchi la barre des 50 ans. Je dis peut-être. Mon commandant a 16 ans, c'est le plus jeune du groupe. Mais imaginez d'abord, il est officier, grand commandant, et il est chargé de communication de la gendarmerie nationale. Donc pour nous, c'est un modèle. Il a quelque chose à nous dire et nous avons quelque chose à apprendre de lui. Et il y a également aussi M. Bali qui est là, on ne peut pas le présenter maintenant parce qu'il faut suivre la radio. Vous saurez qui est Aliou Bali. Aliou Ba. Ah, bon, ouais, c'est un esclave, c'est pourquoi je me trompe. C'est également aussi M. Seck. C'est pourquoi j'aime m'arrêter quand je communique. Surtout que je suis avec mon patron qui est là, Aliou Ba. Merci les gars, merci à l'OIM, merci à la bibliothèque américaine de l'université de Symphonia. Enfin, moi je n'en ai pas besoin, c'est pas grave. Merci à cette ONG qui nous a invités ici. Merci à mon patron
Aliba, qui m'apprend à communiquer. Voilà, c'est mon modèle. Il ne faut pas se leurrer, hein. Il est plus fort que moi. L'immigration clandestine, j'irai pas loin, juste un tout petit peu, puisque j'ai géré l'immigration à l'aéroport pendant 3 ans. Et je sais de quoi je parle. Les jeunes Africains aujourd'hui qui mettent leur vie en péril pour le bien-être. Écoutez, l'Afrique est l'avenir du monde. Il ne faut pas se leurrer. Écrivez ça ou bien gravez ça quelque part dans vos têtes. L'Afrique est l'avenir du monde. Tout à l'heure, j'ai suivi mon frère qui a été vraiment bien. Mais moi, je vais augmenter quelque chose. Parce que lui, il a juste pris le calvaire des Africains en Europe. Moi, je prends le calvaire ici, d'abord. Le calvaire commence où? Qui peut me répondre? Oui? Sur le banc. Non, pas tout à fait. Pour celui qui a pris la décision de partir, le calvaire commence où? Oui? Dans la famille. Tu te couches, tu vois Messi qui tourne son ballon, qui voit Eto'o qui tourne son ballon, alors que chaque être humain a son destin écrit ici. Tu te dis, il faut que je sois comme lui. Tu te réveilles, papa, on a une seconde maison à Yataya. Il faut la revendre pour que j'aille en aventure. Une maison qui coûte plus de 500 millions, on revend la piole, il n'y a pas de souci. Alors que la famille africaine, comme nous le connaissons tous, elle est naturellement grande. On revend la piole, on revend les parcelles, on achète le visa pour toi. Et sur le visa, c'est écrit combien de jours? Tu vas juste en Europe, parce que celui qui te revend le visa, il te le revend juste pour que tu puisses entrer en Europe. On te dit 7 jours. Après 7 jours, tu deviens clandestin. Bonjour les dégâts. Le cas des débrouillards comme moi, vous revendez la parcelle, vous revendez la piole, vous revendez la voiture de maman, vous revendez la voiture de papa, et tu prends le chemin. Tu commences par où? Mali, Mauritanie, Sénégal, Libye, le désert. Se nourrit en première position pour ceux qui sont féléqués. Vous arrivez en Libye, vous prenez la Méditerranée qui est devenue aujourd'hui un cimetière flottant pour les Africains. D'autres prennent l'Algérie. Prenez le cas de ces étudiants qui cherchent la bourse pour aller étudier. Vous avez vu quel étudiant aller étudier et revenir en Guinée? Rare. Ils finissent tous dans les marchés hebdomadaires. Moi, j'en vois. J'en parlais tout de suite avec Aliou. Quand tu arrives à Barbès, à Paris, samedi matin, c'est le marché où tu retrouves tous les Africains. Tout Africain que tu perds de vue qui est en Europe, viens le trouver à Barbès samedi matin. Tu vois les policiers, les gendarmes qui les courent après. C'est intelligentsia. Aujourd'hui, tout étudiant qui est premier à l'université a envie d'aller étudier en Europe. Et quand le gars arrive, il termine ses études, on ne renouvelle plus le visa. Vous êtes d'accord avec moi? Conséquence, il bascule dans la clandestinité. Je ne rentre plus. Tes parents ont payé tes études. Ton pays a contribué pour que tu aies le visa. Tu vas étudier, tu finis tes études. Tu dis que tu ne reviens pas. C'est quelque chose de très grave. Conséquence, on va te piquer dans l'une des ruelles en Europe. Tu sors pour acheter à manger. Quand on sait les intempéries, il venait de les citer tout à l'heure, la fraîcheur, moins 5 degrés. Mon frère, nous on était à 10 degrés, on dit les Africains ne sortent pas aujourd'hui. Alors qu'on est logé
nourri, payé par mois, 900 €. Toi qui viens d'atterrir là-bas, tu n'as ni père, ni mère, ni argent, tu te retrouves dehors avec moins 5 degrés. Tu deviens une cible. Les Européens nous disaient toujours, quand on est dans les amphis, la chance que l'Afrique a, c'est le social, cette solidarité entre vous. Si aujourd'hui ce n'était pas le Ramadan, le peu qui est là, 2, 4, 6, 8, 10, on allait se partager ça entre nous. Je prends un peu, je dis, ah, je vois Daraba là-bas, c'est mon ami, je lui file ma boîte. Daraba voit un de ses amis avec qui il a vécu sur les bancs, il file la boîte. C'est comme ça. Et ça continue. Donc, comme il l'a si bien dit, l'Eldorado, c'est ici. L'argent que vous prenez pour fatiguer vos parents, pour aller se retrouver en Europe, vous vous fatiguez pour ne rien. Et conséquence, des familles sont endeuillées. Aujourd'hui, la mer, elle est complètement polluée parce que sur 1000 personnes qui chavirent dans un bateau, on ne retrouve que 40. Où sont les 960 bouffés par les poissons? Alors que tu invites une fille ici, tu lui dis, qu'est-ce que tu veux manger, ma chérie? Elle te dit, poisson à la braise. On ne sait pas qu'est-ce que ces poissons ont bouffé pour grossir comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui les enfants naissent, demain ils grandissent. On se demande pourquoi. Parce qu'on est en train de bouffer de la chair humaine. L'Afrique est en train de perdre. Et si vous n'ouvrez pas les yeux, on va droit dans le mur. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Je vous remercie pour votre présence ce matin. Je remercie l'ONG qui m'a invité. Ce n'est pas la première fois, je crois que c'est la deuxième fois. Je remercie aussi ceux qui ont parrainé cette initiative et toutes les personnalités présentes ici qui ont choisi d'accompagner cette belle initiative en apportant leur contribution sur quelque chose qui concerne l'avenir de l'Afrique à travers sa jeunesse, qui représente aujourd'hui sur les 1 milliard d'habitants, à peu près 600 millions d'Africains au moins de 17 ans. Ça veut dire que nous sommes la proportion la plus importante du continent et nous devons en principe représenter un atout pour son développement au lieu que cela soit un handicap. Je suis très honoré par les mots aimables du commandant Barry qui est une référence à travers ce qu'il est en train de faire, le fait d'initier une communication pour un service de sécurité et de défense dans notre pays. Je crois que c'est une grande innovation qu'il faut saluer. Ça rapproche un peu les populations et notre armée nationale qui, dans son histoire, n'a pas trop brillé en termes de bonne réputation. Je crois que cette correction-là est une très bonne chose. Il faut inscrire ça dans le sens des améliorations en présence. Le thème m'a intéressé. Pourquoi? Parce que je me sens triplement concerné. En tant que jeune, en tant qu'Africain, panafricaniste et un inconditionnel de l'Afrique, moi je ne m'inscris pas dans la logique de afro-pessimiste ou afro-optimiste. Je suis un inconditionnel de l'Afrique, c'est-à-dire un amoureux de l'Afrique. Et je crois en ce continent. Je me sens aussi concerné parce que je crois que le salut de mon pays, qui est la Guinée, passera nécessairement par la réussite de l'intégration continentale. Ce thème, je ne vois pas l'immigration comme étant une cause intégrale du sous-développement. C'est plutôt une des conséquences graves du sous-développement. Parce qu'on ne choisit pas de partir que par plaisir. On le choisit par nécessité. Parce que chacun de nous est animé d'un réflexe de survie et surtout la quête du bonheur est un réflexe naturel. Si nous voyons ce que le continent est en train de perdre à travers ces forces vives qui font le choix de l'aventure, qui est un projet hypothétique pour un Eldorado qui n'existe pas, parce que c'est virtuel.
les nouvelles technologies de l'information et de la communication transmettent des messages et des images qui sont choisis. Et l'Afrique est toujours caricaturée comme étant un continent où rien ne marche. Déjà, c'est une bataille à la fois politique et géostratégique parce qu'il n'y a pas une Afrique qui ne fonctionne pas. Il y a aussi d'autres pays africains qui ont fait beaucoup d'efforts et qui sont en train de réussir. Mais si on prend certaines statistiques, on se rend compte encore qu'il y a des efforts à faire. En 2011, par exemple, Jeune Afrique avait révélé qu'il y a environ 200 000 cadres égyptiens, des médecins, des chercheurs, des ingénieurs, éparpillés entre les États-Unis et le Canada. Quand on imagine simplement le retour de 10% de ceux-ci, c'est-à-dire 20 000 personnes, je crois que c'est un apport substantiel dans le circuit de développement de ce grand pays de soins, de santé, parce que c'est l'un des pays qui a le taux de prévalence du sida le plus important du monde. Ça veut dire que nous perdons à travers cette démarche qui vise non seulement à partir, mais aussi à s'installer. Partir en soi, ce n'est pas une mauvaise chose, parce que si on évalue ce que la diaspora africaine représente dans nos circuits économiques, c'est extrêmement important. Et de nos jours, nous vivons la mondialisation, donc il n'y a aucune chance de rester cloisonnés dans nos frontières en revendiquant une certaine souveraineté égoïste et de complexe. Mais il faudrait que nous sachions que le plus important pour nous, c'est de réinventer le nouveau modèle qui permettra à l'Afrique de profiter et de bénéficier de tous les atouts en présence. C'est ce qui m'amène à me poser la question, la grande question d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il ne faudrait pas se limiter qu'à faire un diagnostic. Ça ne fonctionne pas, d'accord? Il y a beaucoup de nos compatriotes, beaucoup d'Africains qui meurent, d'accord? Mais en attendant, qu'est-ce qu'on doit faire pour que cela ne soit pas? Et la remarque que je fais, pour moi, il y a un déficit de leadership conséquent et adéquat, parce que la plupart de nos pays sont mal gouvernés, parce que le processus démocratique qui représente le rêve que nous brandissons tous